Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. On a encore vu sur Instagram un post qu'on voit quand même vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas les mots exacts, mais pour vous retranscrire un petit peu ce qui se dit dans ce type de contenu, c'est souvent à base de j'ai décidé que j'arrêterais de donner mon énergie à des gens qui n'en valent pas la peine, à des gens qui ne me donnent pas de leur temps et de leur énergie à hauteur de ce que moi je leur donne. Et même si c'est une rhétorique qu'on peut comprendre, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, on a décidé d'en faire le sujet de cet épisode. Alors, on ne dit pas du tout qu'il ne peut pas y avoir de déséquilibre dans les relations, y compris les relations d'amitié. On en a d'ailleurs toutes les deux vécu, que ce soit subir le déséquilibre ou en être à l'origine. Et on a identifié qu'à partir d'un certain stade de déséquilibre, on en arrive presque à une relation unilatérale, plus du tout égale. Pour moi, les relations unilatérales, c'est pas toujours quantifiable. Ça va souvent être une histoire de gros ressentis. On peut avoir cette situation un petit peu d'agacement ou ce sentiment de toujours courir après quelqu'un. Ça peut aller parfois avec une sorte de sentiment un peu d'injustice ou de non-reconnaissance, qui peut être parfois dur à quantifier ou dur à vraiment mesurer. C'est une impression générale dans une relation. Tu nous as dit que ça t'était déjà arrivé, toi, Claire. Est-ce que tu as envie de nous raconter un exemple particulier? Alors, je pense à 2 exemples que j'ai déjà brièvement évoqués. Le premier, j'ai évoqué brièvement dans l'épisode sur le ghosting. Alors, c'est un petit peu particulier puisque donc j'étais en train de me faire ghoster, ce qui explique probablement qu'il y avait pas beaucoup de retours de la part de l'ami en question. Mais, où vraiment là, j'ai vraiment eu le sentiment de lui courir après et c'était vraiment pénible. Mais l'exemple qui est le plus parlant pour moi sur, les relations déséquilibrées, voire unilatérales, c'est un exemple, que j'ai évoqué dans l'épisode sur le lycée. J'avais une relation d'amitié fusionnelle avec une de mes amies et il y avait un vrai déséquilibre. Il s'est passé un petit truc, qui aujourd'hui n'a plus d'importance, mais j'ai vraiment mis le doigt à ce moment-là sur: «Ah!» Donc en fait, moi, les moments avec elle, j'en fais une priorité et elle, de toute évidence, les moments avec moi, elle n'en fait pas une priorité et j'avais pas très envie que ça continue comme ça. Ça m'a dérangée, ça m'a pas fait plaisir, comme on peut s'en douter. Du coup, j'ai choisi de changer finalement la dynamique et de me dire: «Bah, OK, bah, je fais le choix de plus la faire passer en priorité non plus» parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus réciproque dans ce que j'investissais et ce que je recevais. Alors on a continué d'être amis, mais différemment. Est-ce que ça veut dire que tu ressentais une sorte de mal-être à cause du fait que votre relation était un peu trop unilatérale, mais que c'est donc ce micro-événement qui t'a fait mettre le doigt dessus, qui t'a permis d'identifier la chose? Enfin, il y avait un mal-être latent et à un moment tu te dis: «Ah mais en fait, je me sens pas bien là-dedans à cause de ça»? Alors, c'était quand même ça il y a plein de petits trucs qui se sont accumulés, qui témoignaient de ce déséquilibre et ce micro-événement, c'était un peu le pompon sur la Garonne qui a dit: «OK, bon, non, c'est» où j'ai pu vraiment identifier: «Ah, mais donc en fait, c'est ça qui se passe? Ah, bon, OK, bah, non». Et du coup, tu lui as dit que tu te sentais inégalement traitée? Alors, à l'époque, j'étais pas aussi consciente de mes émotions et encore moins de mettre des mots sur mes émotions. On s'est disputés, et il me semble que, du coup, je lui ai fait comprendre grosso modo que, bah, que moi je l'avais fait passer en priorité et que c'était pas correct qu'elle le fasse pas, non plus. D'autant plus que, bah, voilà, c'était quand même une accumulation de choses. Après, j'ai plus assez de souvenirs de comment est-ce qu'on en est revenu à une autre dynamique qui marchait aussi bien. On n'a pas eu une grosse conversation sur, «Bah, écoute, j'ai l'impression que dans notre relation, c'est pas très égal» ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre parce qu'on n'est pas obligé d'être égal et égaux dans une relation, mais il faut que l'arrangement convienne à tout le monde. Il n'y a pas eu de conversation comme ça. On était trop jeunes. Mais c'est assez incroyable quand même que du coup votre relation ait trouvé une autre voie et dans cette autre voie que ce déséquilibre se soit résolu. C'est vrai, je pense que ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est qu'en fait, une relation fusionnelle à 2, on est passé à une relation de groupe.
Ah! Donc c'était plus facile d'inventer des nouvelles dynamiques parce que les dynamiques ne reposaient pas juste sur l'une ou sur l'autre. Je pense que ça s'efface vachement dans les dynamiques de groupe et c'est drôle que j'y ai pas pensé en préparant cet épisode parce qu'on en parle, en fait, dans notre épisode sur, les bandes d'amis où, je crois que je parle à un moment du fait que, une des raisons pour lesquelles je me sens bien en groupe, c'est que ça efface les micro-dynamiques comme ça, de hiérarchisation ou de don et de réception. Oui, que tout ça, ça se noie un petit peu plus dans l'effet de groupe, en fait. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà vécu des relations déséquilibrées ou unilatérales peut-être? Oui, alors, j'ai subi déjà des relations déséquilibrées et ou unilatérales. Ce qui est assez amusant, c'est que, je retrouve des points communs avec ce que tu as raconté. Une de mes premières relations que j'ai considérées unilatérales, c'était au début de mes études et c'était une relation qui avait été fusionnelle à un moment donné. Donc, j'ai eu une relation fusionnelle avec une personne et puis on a défusionné pour, plein de raisons. On pourra en parler, dans un futur épisode consacré au sujet. On s'est disputés, on s'est retrouvés. J'avais pas du tout été à l'initiative de cette première rupture amicale, qu'on avait, connue dans notre relation. Donc j'étais un peu la personne qui avait été quittée d'une certaine manière, si on met ça en perspective avec enfin le vocabulaire qu'on utiliserait pour parler d'une relation romantique et quand on s'est retrouvés, du coup, je crois que ça a créé une forme de déséquilibre. Je pense que j'avais tellement peur de la perdre à nouveau, que probablement que je demandais beaucoup. Elle me donnait pas autant que ce que je demandais. Aujourd'hui, je j'ai pas les clés et pas les souvenirs assez clairs pour savoir si j'en demandais vraiment beaucoup par insécurité, c'est tout à fait possible, ou s'il y avait vraiment un côté unilatéral. Ce dont je me souviens, c'est que j'avais ce sentiment très fort d'être la seule, à demander des nouvelles et qu'on se verrait jamais si moi je lançais pas les initiatives. Le problème, il était double à ce moment-là. C'est que déjà, j'étais en insécurité parce que j'étais dans une sorte de sentiment d'infériorité dans ce duo à ce moment-là, parce que c'était moi qui avais, été à l'initiative du fait qu'on se rabiboche. Et puis, en plus de ça, une fois qu'on était rabibochés, la relation était quand même insécurisante parce que c'était quand même toujours moi qui étais à l'initiative, en tout cas, c'était mon ressenti, du fait qu'on se voit. Du coup, il y a une fois où j'ai réussi à lui en parler. Donc on était un petit peu plus âgés que ton ami et toi, hein. On a papoté longtemps et je lui ai exprimé, ce sentiment-là. C'était un moment assez, fort en émotion et elle l'a entendu et elle en était vraiment sincèrement désolée. Elle m'a aussi apporté un certain éclairage parce qu'elle était dans une situation qui était pas si simple à ce moment-là. Elle a reconnu, ce que je ressentais et elle m'a dit qu'elle allait faire attention à ça. Bah, je trouve que c'est quand même super cool que vous ayez pu en parler et que l'issue de cette conversation, ça n'a pas été ah ça marche pas, arrêtons-nous là, mais on s'aime et on a envie que ça continue et pour ça, je suis prête à faire des efforts. Et est-ce que du coup aujourd'hui ça va mieux? Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu observes sur votre relation actuelle? Est-ce que tu vois encore un peu le fantôme de cet épisode de votre relation? Ces efforts se sont assez vite, teintés d'une forme de culpabilité. Oh non. C'était pas forcément hyper net au départ, mais j'ai pris conscience à un moment donné qu'elle demandait beaucoup pardon, dans les périodes où elle était pas disponible, genre beaucoup plus que mes autres amies, tu vois? Et le sujet, c'était pas qu'il y a des moments où elle est pas disponible. Je tiens à le souligner là, pour cet épisode en particulier, quand on parle de relations unilatérales ou quand on parle de déséquilibre dans les relations, moi personnellement, et je crois que c'est ton cas aussi, c'est quand j'envisage la relation dans son entièreté. C'est pas Je suis pas en train de découper des petits moments dans chaque relation. Dans chaque relation, il y a des moments où une personne va être plus disponible, va être plus à même de faire des efforts qu'une autre. On en parlait beaucoup dans l'épisode sur le soin aux amitiés. Le soin, le temps passé, les efforts, ça n'ont pas à être toujours exactement égaux, en fait. Et elle, pendant très longtemps et quand elle me consacrait moins de temps, quand elle me relançait moins et ben, ça s'accompagnait vraiment d'excuses toujours de sa part. Donc par moments, évidemment, j'apprécie ses excuses, mais
le fait que ce soit systématique, je me suis dit que c'était quand même, symptomatique d'une forme de culpabilité, tu vois? Et donc on en a reparlé et on a eu une conversation sur le fait que, ben, oui, il fallait pas que notre relation devienne une source de pression ni pour elle ni pour moi et que peut-être qu'on pouvait se dire qu'il y aurait des moments déséquilibrés. On sait que l'amour que l'on se porte n'est pas proportionnel au temps que l'on consacre l'une à l'autre. Et ça, c'est quand même vachement important. Mais on a dû l'exprimer comme ça, hein. Ouais, mais d'être en mesure et en capacité d'arriver à exprimer ça, c'est déjà une sacrée étape. Bah, ça a vraiment sécurisé notre amitié, ouais. Mais on a quand même de temps en temps besoin de petites piqûres de rappel. Genre: «Tu sais, c'est pas grave si tu es pas disponible». Surtout quand elle voit que c'est moi qui lui cours après. Donc je veux pas que la conclusion de ce que je suis en train de dire, c'est quand vous êtes dans une relation unilatérale, n'en parlez pas. Je veux pas c'est pas du tout ça, hein. Parce que, je pense qu'à ce moment-là, si j'en avais pas parlé avec elle, je parle de la toute première conversation qu'on a eue. Si je l'avais pas eue avec elle, j'aurais vraiment cultivé une amertume envers elle. Et je pense qu'aujourd'hui, on serait plus amis. Mais je pense qu'à partir du moment où on exprime à l'autre le fait qu'on a le sentiment d'être un peu, délaissé, moi, ce que je recommanderais personnellement d'après cette expérience, c'est d'avoir l'œil quand même sur la culpabilité que ça génère, chez l'autre. Parce que s'il en vient à se demander pardon à chaque fois qu'il a une interaction avec nous, peut-être que c'est bien aussi de nuancer un peu notre demande. Voilà. Ouais. En fait, elle a peur de te perdre. C'est pour ça qu'elle s'excuse à chaque fois. Parce qu'elle se dit: «Ah, elle a peur que, chaque silence soit le silence de trop qui fait que votre amitié survivra pas». Ouais, je pense qu'en fait, ça l'a rendue triste à l'époque de se dire qu'elle m'avait mis en insécurité à ce point. Elle sait maintenant que je peux interpréter ses silences, que c'est possible, que c'est une possibilité que j'interprète ses silences comme, un mauvais soin. Ouais, elle a peur que ce soit le cas. Ouais, c'est triste et c'est beau en même temps. Je comprends, je comprends. Je pense que c'est, peut-être la réaction un peu «extrême» entre guillemets d'aller jusqu'à la culpabilité, même si je me doute bien qu'elle le fait pas de son plein gré. Mais, toi, tu disais tout à l'heure que tu prends la relation dans son entièreté quand tu parles de relation unilatérale ou déséquilibrée. Moi, pour moi, ça peut être aussi des phases, des passages de vie où, c'est pas ja la totalité de la relation n'est pas déséquilibrée. Juste, ça fait des années qu'on est amis et là, depuis, ben, quelque temps, j'ai l'impression qu'on a atteint un déséquilibre et qu'on peut en parler. Je pense que c'est bien de pouvoir faire comme ton ami, c'est-à-dire de pouvoir se pencher sur, qu'est-ce qu'on a manqué pour pouvoir faire mieux? Parce que moi, j'ai aussi été, dans des situations où on m'a oubliée. On a oublié l'appel qu'on avait prévu. 1 fois, ça arrive à tout le monde. 2 fois, ça commence à faire beaucoup. 3 fois, ça court juste sur le haricot et en fait, ça te donne vraiment l'impression que, bah, on n'est pas important, que, on est pris pour acquis et que, il y a pas besoin de soigner notre amitié, qu'on est un peu là, que quand les gens ont besoin de nous, quoi. J'imagine que tu te sentais négligée, par ton ami ou que tu sentais que ta relation était négligée par ton ami et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'ultra inconfortable. Donc oui, c'est vrai que je te rejoins sur cette histoire de phase. Pour moi, quand même, je rapporte cette phase à l'entièreté de la relation au sens où je vais, parler de cette phase si je ne perçois pas d'issue proche ou que j'ai l'impression que ça va être une dynamique qui va se confirmer. Parce que ce que je veux dire, c'est que parfois, on se sent, négligé, on se sent délaissé par une amie, mais on sait qu'elle a une santé mentale, fluctuante, par exemple et donc on connaît ces phases et on sait que ça fait partie de notre relation et là, dans ce cas-là, je vais pas du tout en parler, tu vois? D'autres fois, ben, je sais pas, par exemple, dans le cas où, j'ai une amie qui a un nouveau job, je me doute que ça va lui prendre beaucoup d'énergie pendant un temps, donc évidemment que notre relation, elle va être inégale pendant un certain temps qu'elle va plus avoir besoin de moi que moi d'elle, si elle est stressée par ce nouveau job. Mais je vois une issue possible puisque a priori, dès qu'elle va reprendre un petit peu, la main sur son quotidien, bah, notre relation elle va s'équilibrer de nouveau. Mais effectivement, quand je vois pas du tout d'explication ou quand même je vois une explication, mais que je vois pas le rééquilibre arriver du tout, du tout, du tout, je vois pas le bout du tunnel, je me dis: «On va s'enfoncer dans une mauvaise dynamique». Là, ouais, c'est quelque chose dont je vais parler, ouais, effectivement.
Mais même enfin, moi, je parlais de phase pour mettre ça en perspective avec ce que tu disais sur l'entièreté de la relation. Mais même pour une phase, en fait, moi, je préfère en parler parce que ça peut générer très vite des sentiments pas cool du tout qui peuvent vraiment pourrir l'ambiance, pourrir la dynamique. Je dis pas que je tombe, que je souffle dans les branches, pour n'importe quelle occasion, mais que, ça me paraît important d'en parler, même si c'est qu'une phase. Alors évidemment, il y a les exemples que tu as donnés où, ben, quand on sait, on peut être plus compréhensif aussi sur la disponibilité et ce que les personnes ont à donner en temps et en énergie. Mais, je pense quand même que c'est bien d'en parler, d'autant plus que souvent, en fait, les gens qui sont à l'origine de ces équilibres, ils s'en rendent pas nécessairement compte et que, bah, c'est en général loin de leur, selon les amitiés bien sûr, mais ça peut être très loin de ce qu'ils ont envie de générer comme sentiment chez nous. Donc dans ce cas-là, ils vont en effet faire tout ce qu'il faut pour «se rattraper» entre guillemets. Tu vois, là, du coup, ce sentiment d'infériorité, là, dont je parlais, qui a fait partie de cette expérience, de relation déséquilibrée, c'était comme un package. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus montré dans la pop culture. On le retrouvait déjà à notre époque, mais j'ai l'impression que de plus en plus, dans les teen movies ou dans les séries, pour les adolescents, on retrouve ce thème d'un personnage dans un duo très souvent ou dans un groupe d'amis, ça arrive même. Un personnage qui va après lequel les amis vont courir, des amis qui vont se sentir en plus parfois un peu inférieurs donc à elle, et puis elles vont finir par lui dire: «Mais tu te rends compte, regarde, tu nous as oubliés, tu n'es pas venu à tel moment, tu as passé tout ton temps avec ton mec». J'ai l'impression que c'est des nouveaux thèmes en fait qui sortent de plus en plus dans les séries pour adolescents et adolescentes, dont je suis, Friande! consommatrice. Donc je trouve ça super personnellement. Je pense que que c'est un sujet génial à aborder dans ce contexte. Bah, ouais, complètement, parce que moi j'étais plus friande en grandissant, donc j'ai des souvenirs d'œuvres de pop culture un peu plus vieux, donc c'est pas que c'est pas représenté, c'est que c'est jamais nommé. En général, c'est un peu occulté par, tout le reste de l'action qui se passe. Je suis contente d'entendre que ça change un petit peu. Ouais, je mettrai quelques recommandations, que je vais rechercher activement parce que là, j'ai pas les exemples en tête. C'est pas Ginny et Georgia ou Georgia et Ginny, un Je truc dans le crois que genre? c'est abordé dedans, ouais, dans cette série, mais je sais qu'il y a deux-trois autres séries comme ça où je me suis dit, que enfin, je les confondais, à cause de ce sujet qui revenait et qui m'avait un peu, sauté au visage. Voilà. Quand je préparais cet épisode, une des réflexions que je me suis faite aussi, c'est qu'un point qui est peut-être assez important à aborder, c'est la différence d'expression de l'amour et donc les différents langages de l'amour qui existent. Par exemple, il y a des personnes, leur langage de l'amour, c'est le temps de qualité passé ensemble. Donc ce sont des personnes qui vont peut-être faire même une priorité de passer du temps avec leurs amis, d'être là pour eux et elles et de leur offrir leur temps. Et les personnes en face, bah, elles ont peut-être pas nécessairement le même langage de l'amour qui s'exprime et donc du coup, ben, si on s'en tient à une lecture vraiment très basique, peut-être que la personne qui a beaucoup donné de temps, bah, va pas recevoir autant de temps en échange. Mais ça veut pas dire qu'elle va rien recevoir. Ça veut juste dire qu'elle va recevoir de l'amour sous une forme différente et c'est pas déséquilibré du coup. Oui, c'est vrai que, par exemple, je sais que toi, tu fais beaucoup de cadeaux. Je me permets de t'étiqueter 2 secondes, mais je pense que c'est un de tes langages de l'amour. En plus, tu fais des très bons cadeaux, tu es très forte à ça. Merci, merci. Mais c'est juste, c'est en effet un de mes langages de l'amour. C'est un plaisir de recevoir des cadeaux de Claire et moi, c'est une attention à laquelle je pense très peu. Je pense vraiment rarement à faire des cadeaux aux gens, à part dans les situations, qui sont un petit peu institutionnalisées, quoi. Il est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit: ben mince, Claire, elle me fait des cadeaux régulièrement et vraiment des attentions, hyper personnalisées et j'ai eu peur que tu te dises que je t'aimais moins que tu m'aimais ou que, ça crée un déséquilibre dans notre relation. Donc j'ai quand même anticipé ça et je crois quand même à un moment donné t'avoir dit, «Je te fais moins de cadeaux mais, tu sais, c'est pas que je t'aime pas, hein, c'est juste que c'est quelque chose auquel, je pense pas» ou en tout cas, je sais que je me suis assurée à un moment donné que tu n'avais pas ce sentiment. Oui, 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 tu l'as mentionné et bah, c'est enfin, je m'inquiétais pas, mais c'était aussi bien que tu le dises, justement pour dire: «Ben, je m'exprime pas pareil, mais je t'aime quand même, quoi».
Oui, c'est ça et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, tu vois, la manière dont je vais exprimer l'amour que je porte aux gens, ça va justement être dans l'expression de mots. Je vais souvent l'écrire de différentes manières, en fait, hein, mais ça va revenir assez souvent dans les conversations et je pense que le fait que je te dise: «Ah ben, je te fais pas de cadeau, mais tu sais, ça a rien à voir avec, l'amitié que je te porte», c'était déjà une grosse expression, enfin, une grosse déclaration d'amour, en fait, tu vois? Quand tu y penses, mais et tu as su le voir, mais c'est une situation qui aurait pu créer un déséquilibre, en fait, C'est vrai, c'est vrai. mais tout ça pour dire que, ouais, c'est pas toujours évident de mesurer ce qu'on reçoit. Je pense parfois peut y avoir un petit côté un petit peu, ingrat d'une certaine manière. On peut avoir l'impression, alors ingrat, c'est un gros mot, hein, je veux pas dire, vous êtes des ingrats si vous avez le sentiment d'être dans une relation unilatérale. Mais, je crois que parfois, avant d'aller exprimer à son ami ce sentiment de déséquilibre, c'est peut-être bien juste de prendre un tout petit peu de temps pour, réfléchir à, ce que notre ami, il a l'air de nous donner vraiment et puis peut-être aussi, bah, une fois qu'on l'exprime à notre ami, d'essayer de voir avec cette personne si elle est en mesure de nous l'expliquer. Ce que ça lui coûte aussi, en fait, tout simplement de nous donner, du temps ou de nous donner, bah, de l'amour, en fait. De l'attention, ouais. Ouais. Alors là, on a parlé de subir le déséquilibre, mais il me semble que, toi, ça t'est déjà arrivé dans toute ta vie de parfois être à l'origine de ce déséquilibre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer? Oui, avec plaisir, enfin avec plaisir et un peu d'angoisse. Le mélange qu'on préfère, vraiment. Avec plaisir et douleur. Oui, on m'a exprimé plusieurs fois dans ma vie, mais il y a eu un moment vraiment important que j'ai envie de développer, un déséquilibre dans une relation. Donc j'ai eu une situation assez, récente. Donc je précise que c'est récent parce que je pense que j'étais émotionnellement assez mature pour recevoir, cette information en fait, et que je pense que si j'avais eu, 15 ans de moins, à cette époque-là de ma vie, j'avais pas cette maturité-là. D'autres personnes peuvent l'avoir, moi c'était pas mon cas. J'ai une amie qui m'a expliqué que, elle avait le sentiment de me relancer beaucoup et d'être à l'initiative, des prises de nouvelles, des prises de contact et des fois on arrivait à se voir et je savais qu'elle avait ce sentiment-là. Je le savais parce qu'elle avait essayé de me le dire à demi-mot plusieurs fois. Elle m'avait un petit peu donné des indices plusieurs fois avant de m'envoyer ce message. Donc en live, elle m'en avait parlé à plusieurs reprises, mais pas aussi directement et donc j'avais répondu plusieurs fois à ça et le problème, c'est que, j'avais moi le sentiment d'avoir fait des pas vers elle. Parce que ça m'embêtait en fait, de me rendre compte qu'elle avait ce sentiment de déséquilibre. Donc j'avais le sentiment d'avoir donné déjà un petit peu plus que ce que j'aurais naturellement, donné ou été capable de donner à ce moment-là. Donc quand j'ai reçu son message, ça a vraiment soulevé des émotions très vives. Je comprenais tout à fait ce que mon amie me disait, j'étais pas du tout surprise, mais j'ai eu un sentiment d'injustice, en quelque sorte, parce que je me suis dit: «Mais mince, pourtant j'ai fait cet effort et ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi». Donc c'était pas genre, «Quelle ingrate, elle le voit pas, ça suffit pas». C'était vraiment genre: «Mince, son besoin est à un endroit que moi je ne peux pas, atteindre, en fait, que je ne peux pas remplir». Donc c'est très frustrant, d'où ce sentiment d'injustice, en fait et je comprenais bien, en plus, qu'elle-même soit dans une situation très inconfortable de me l'exprimer, parce que c'est pas très marrant de devoir l'exprimer. Ah, c'est pas confort, ouais. Non, c'est pas confort. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que déjà j'ai laissé passer un tout petit peu de temps pour, faire redescendre, ces émotions un petit peu vives, parce que j'ai pas voulu que mon sentiment d'injustice et de frustration se ressentent dans la réponse que j'allais faire à mon amie. C'est un peu la voie de la sagesse ça quand même, je trouve, hein, de se dire, «J'ai reçu quelque chose qui me provoque des émotions très vives, je prends le temps de respirer un peu avant de m'attaquer à la rédaction de la réponse». Oui, mais alors je veux pas faire semblant que je suis une mini yogi en herbe. Là, je précise quand même et d'ailleurs tu le sais toi personnellement, que à ce moment-là, j'ai quand même cherché une soupape et que j'ai quand même expliqué la situation à une personne extérieure, donc toi en l'occurrence. Non, mais je trouve ça différent de s'attaquer à la rédaction tout de suite, tu vois? Oui. Oui, Je sais oui, pas, oui. genre je pense qu'évacuer ou exprimer ses émotions vives, c'est bien, on en a souvent besoin en fait, tout simplement.
mais attendre aussi peut-être d'avoir échangé avec les personnes auprès desquelles on exprime tout ça, avant de rédiger, une réponse. Je pense que ça peut être bénéfique. Non, c'est vrai que c'était sage comme réaction effectivement, mais au départ, j'ai commencé à lui rédiger une réponse. Je me suis dit: «Non, non, c'est pas possible, je suis vraiment» j'avais presque un peu de colère à cause de cette frustration et j'avais vraiment trop peur que cette colère, elle ait l'air d'être dirigée contre elle, en fait et c'était pas contre elle, c'était contre la situation que j'étais en colère. Donc ouais, il y avait une forme de sagesse effectivement. Très bien. Mais quand même, je veux pas qu'on croie que j'ai été surhumaine. Non, j'ai quand même eu besoin de l'exprimer auprès de quelqu'un, donc j'en ai parlé avec toi. À ce moment-là, en fait, tu m'as aidé à y voir plus clair. J'ai réalisé qu'une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment plus claire C'est moi! claire m'a permis d'y voir plus clair. Pardon, oui. Hem, Parce que du coup, j'ai compris que la raison pour laquelle je me sentais frustrée et en colère, c'était que je voyais bien qu'il y avait que 2 issues possibles. Soit, mon amie entendait que j'avais déjà fait des efforts, elle pouvait les voir et on pouvait peut-être chacune encore faire un pas dans la direction l'une de l'autre. Donc moi, faire peut-être un petit peu plus d'efforts, si c'est possible et elle, peut-être, réduire un petit peu ses attentes, si c'est possible et dans ce cas-là, peut-être qu'une relation est encore possible. Soit, on n'en est pas capable, soit l'une, soit l'autre, soit les 2. Et dans ce cas-là, ben, ça signait une rupture en fait ou bien, vraiment voilà, un amoindrissement de notre lien dans tous les cas. Donc face à ces 2 issues, bah, forcément, c'était un petit peu la panique. Il y avait quand même des bonnes raisons de pas être bien. Ah oui, tu m'étonnes. Donc j'ai rédigé, après quelques heures, un message dans lequel j'exprimais les efforts que j'avais eu l'impression de faire les derniers temps, sans que ça sonne comme un reproche, mais juste pour lui expliquer la situation, pour lui dire que j'étais pas surprise parce que je l'avais vu depuis un moment et que voilà ce que j'avais essayé de mettre en place, mais que je comprenais bien que ça ne suffise pas, et que, ben, ni elle ni moi n'étions à blâmer, qu'en fait on a toutes les 2 des besoins qui sont différents et est-ce qu'on peut se retrouver, au milieu quelque part ou pas. Et depuis, on va très bien, parce qu'elle l'a tout à fait entendu. Mais ouais, c'est pas confortable non plus, hein, quand même, de se rendre compte qu'on est à l'origine de ce sentiment, de déséquilibre dans une relation. C'est assez culpabilisant, et en même temps, je me sentais pas si coupable. Je veux dire, ça m'a surtout fait de la peine de voir que je ne pouvais pas donner plus parce que j'aime énormément cette personne et ben, ouais, mais c'est chiant des fois dans une relation, on n'a pas les mêmes besoins et est-ce qu'ils sont compatibles? Bah, pas toujours. C'est vraiment fort de votre part, je trouve que vous ayez pu en parler, bah, que toi tu aies pu l'exprimer, que tu aies pu entendre ce que ton ami te disait et qu'à son tour ton ami ait pu entendre, ben, ce que tu as à lui offrir et qu'est-ce que ça signifie pour la suite de votre amitié. Oui, c'est hyper fort et je me rends compte que c'est aussi un peu rare, enfin que c'est pas si évident. C'est un cas qui est difficilement généralisable, mais que j'avais quand même envie de développer ici parce que ça peut être rassurant d'entendre que ça existe. Oui, je pense que ça peut donner un peu une perspective, que c'est pas nécessairement la fin, en fait, de parler du fait qu'il y a un déséquilibre et qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Donc c'est pas nécessairement la fin et puis ça peut être la suite ou le début d'autre chose. Moi, je trouve que c'est quand même un signe de force de la part de chacune au sein de votre amitié. C'est une situation qu'on pourrait assimiler un peu à des faiblesses de la part de l'une ou de l'autre, mais moi, je trouve que c'est vachement fort. Comme quoi tout est une question de perspective. Oui et en parlant de perspective en particulier, pour mettre les choses en perspective dans le message que j'ai envoyé à mon ami, je lui ai apporté quelques chiffres en lui disant: «Bah, tu vois, par exemple, les derniers temps, on s'est vus, à peu près à cette fréquence-là. Je peux comprendre que ça ne te suffise pas, mais pour moi, c'est plus que la plupart de mes amis, en fait» et elle, ça lui a remis aussi les choses en perspective, en fait et ça lui a permis de réaliser que: «Ah ouais, c'est peut-être pas si mal et que de toute façon, elle a d'autres amis qu'elle voit plus fréquemment, donc peut-être qu'elle est pas obligée d'attendre de moi qu'on se voit plus que ça et qu'on peut peut-être considérer que c'est une sorte de minimum général dans notre relation, qu'il y a des moments où il y aura quand même un petit peu moins par manque de disponibilité, puis des moments où il y aura un petit peu plus. Mais voilà, la moyenne est à peu près là. Ça peut paraître très terre à terre, mais franchement, je crois que ça nous a rassurées toutes les 2. Mais je pense que parfois des éléments terre à terre, ça peut pas faire de mal quand on parle justement de tellement de ressentis et d'émotions et de choses qui sont floues, Mmh. de pouvoir, ben, quand on le peut, peut-être un petit peu quantifier certaines choses pour aider à y voir plus clair.
Une autre forme de déséquilibre que j'ai remarqué moi personnellement et dans lequel j'avais l'impression aussi d'être, à l'origine, c'est ces relations dans lesquelles, tu te dis que, ben, tu t'es pas forcément attaché autant à la personne que la personne s'est attachée à toi ou inversement. Tu as l'impression d'être plus attaché à la personne qu'elle n'est attachée à toi. Du coup, je me pose un petit peu la question de si, le sujet des hiérarchies dans nos amitiés ou parmi nos amis est lié pour toi ou non et dans quelle mesure, à la question des relations unilatérales ou déséquilibrées? Alors oui, c'est lié. Attention, je vais dire un gros mot, je hiérarchise mes amitiés, pas par amour, c'est pas une question de je t'aime moins, et je t'aime plus, une question de proximité, chez moi. La manière dont je perçois, amis, copines, potes et connaissances, c'est le en fait, c'est un moyen pour moi d'exprimer quel degré de proximité j'ai avec cette personne. Au sens où tu vas, par exemple, si tu parles de moi à quelqu'un qui ne me connaît pas, tu vas dire, «Ah Céline, c'est une pote», si je suis pas très intime avec toi et tu vas dire que je suis une amie si toi et moi on est très intimes. C'est ça? C'est ça. Pour moi, c'est aussi alors, c'est une manière pour moi d'identifier un peu, estimer à quel niveau de proximité je suis, que ce soit en fonction de ce que la personne me raconte, mais aussi de ce que moi je suis prête à lui partager, pour moi tout simplement. Mais aussi, comme cette hiérarchie, elle est quand même assez utilisée finalement, c'est une manière de faire comprendre tout un tas de choses à mon interlocuteur ou mon interlocutrice avec juste un mot. Tu vois? Si je lui dis: «C'est une pote» ou c'est une copine», mais dans ma tête, ça traduit déjà un niveau de proximité autre que si j'avais dit, c'est d'une amie» ou «c'est une amie très proche». Oui, je pense que c'est, une acception de ces 3 termes qui est assez générale et qu'effectivement c'est une distinction que moi aussi, il m'arrive d'utiliser quand vraiment je veux que la personne en face de moi, elle comprenne ce que je veux dire. Mais pour moi, ça va pas du tout être un réflexe dans ma tête. Peut-être que je déforme tes propos, mais moi, dans ma tête, comme ça, j'ai pas une étiquette copine, amie ou pote sur toutes mes relations. Si je parle de quelqu'un à une tierce personne, il me faudrait un petit peu de temps pour, savoir si je devrais dire copine, amie ou pote. Parce qu'en fait, je pense que je parle de beaucoup de gens comme étant des amis, tandis que toi, dans mes baskets, tu dirais peut-être pote ou copine. Oui, je pense. Si, ma grande distinction, c'est ami ou connaissance. Ah oui, toi, C'est une connaissance. c'est les 2 côtés opposés du spectre, quoi. Ma foi, si ça marche pour toi, c'est très bien, hein, mais Ami, connaissance ou je l'aime pas. mais c'est vrai que dans l'épisode sur le travail, par exemple, tu racontes que, tu pourrais décrire tes collègues en tant qu'amis. C'est-à-dire que moi, mes collègues, avant que ça devienne mes amis, déjà, il faut qu'elles passent par le stade copine, si tu veux. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Pour moi, il y a pas d'escalier. Je crois qu'on dessine assez souvent ou on représente assez souvent, c'est la hiérarchie dans les relations amicales comme, des cercles qui vont être de plus en plus proches, d'un centre, donc ils sont concentriques, c'est ça le mot, je Ouais, crois? le centre, en général, c'est toi, hein, d'ailleurs. Oui, donc c'est des cercles concentriques alors? Ils ont le même Ah, je sais centre? pas, là, tu utilises des Je mots, crois que je c'est sais pas. ça, mais au pire je couperai si c'est pas ça. Voilà. Et si c'est ça, je laisserai le morceau, je dis: «Au pire je couperai». Voilà. Donc je crois que ce sont des cercles concentriques, toi tu es le centre et puis les personnes qui sont les plus proches de toi ou dans les cercles les plus proches de toi, bah, c'est tes personnes, les plus proches et puis les plus éloignées, c'est les personnes dont tu es le moins proche et donc pour toi, ça se joue en termes d'intimité. Pour toi, si je comprends bien, une personne quand elle arrive dans ta vie, sauf si on est dans un coup de foudre amical ou dans une relation éphémère très rapide, mais concrètement, elle va arriver vraiment par l'extérieur de ces cercles, elle va se rapprocher éventuellement du centre, Oui, on va se plus ou rapprocher moins évent rapidement, quoi. oui, oui, plus ou moins rapidement. Après, genre, ça fluctue aussi. Je pense que ça fluctue moins que chez toi. Donc, il y a des amis qui peuvent, aussi redevenir finalement des copines ou des potes ou des connaissances parce que, on a été proches pendant un temps, mais qu'aujourd'hui on l'est plus. J'associe au mot hiérarchie un truc assez négatif de il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est pas un truc que j'apprécie parce que c'est pas la vision que j'ai de comment est-ce que je perçois mes relations. C'est pas, je t'aime plus, je t'aime moins ou, toi tu es meilleur et toi tu es moins bien. Oui, mais dans les faits, les personnes qui sont les plus proches de toi, celles qui sont dans le cercle le plus proche de toi, ça va quand même être celles auxquelles tu vas donner la priorité ou donner plus de temps, non? Oui, mais est-ce que ça veut dire que je t'aime plus? Un peu? Bah, je me demande en vrai, je sais pas trop, c'est une vraie question que je me pose. Je me dis: «C'est peut-être un amour différent avec
probablement plus de complicité, plus d'intimité et cetera. Moi, je crois que j'ai probablement moins de, distinction entre les cercles, du coup, que toi. Mmh. Et dans mon cercle proche, je crois que j'ai pas mal de monde, mais, je vais pas me faire d'inquiétude du tout dans le fait que ça fluctue beaucoup dans ce cercle. Au sens où vraiment d'une semaine à l'autre, je peux, communiquer beaucoup avec une personne et penser beaucoup à une personne et me sentir très proche d'elle et la semaine suivante, me sentir un peu moins proche d'elle. Je pense que parfois ça se ressent, je pense que ça se ressent pas toujours non plus et moi, ça va pas du tout m'inquiéter, ça va rien dire de notre relation. Pour moi, ce qui va faire une très grosse différence entre mes cercles et c'est pour ça que je pense que mes cercles sont plus larges que les tiens, c'est que le cercle le plus proche, c'est les personnes que j'estime les plus nécessaires à ma vie, à mon Mmh. bien-être. Je pense que se demander à quel point on est intime, c'est plus sélectif que se demander qui nous manquerait s'il ne faisait plus partie de notre vie. Oui, je pense aussi. Voilà, je crois que c'est ça qui fait la différence. Mais le fait est que je crois vraiment quand même que cette histoire de hiérarchisation des relations, ça peut être très en lien avec, les déséquilibres. J'entendais, assez récemment, je crois que c'était un documentaire, mais je vais faire Jeanne Micheline à peu près maintenant parce que j'ai plus la ref. La personne invitée expliquait qu'on a très peu de relations qui sont exactement réciproques. Si on faisait un classement de tous nos amis, bon déjà ce serait pas très plaisant, et qu'on le comparait ensuite au classement de nos amis, on aurait très peu de chances d'être dans l'exacte même position sur la liste de nos amis que nous, on a classé nos amis. Bon, c'est un petit peu triste de se dire que peu de relations sont exactement réciproques, mais on peut se demander en fait aussi si c'est vraiment grave ou pas. Ben, je pense que pour moi, ce serait pas catégoriquement embêtant. Déjà, c'est quasiment impossible de donner 50-50 et je suis pas sûre que ce soit l'objectif parce que ça doit brider plein de trucs et faire peser quelque chose sur la relation. Je pense que tant que les 2 parties se sentent bien, y compris le parti qui donne plus et ben, c'est OK. Ça implique probablement de faire un peu un petit check régulier avec soi-même pour dire genre: «Est-ce que la répartition telle qu'elle est actuelle là, est-ce que ça me convient encore ou est-ce que je suis en train de dépasser mes propres limites?» C'est pas facile de savoir où sont ses propres limites, ni même quand on les dépasse. Tout ça pour dire que je pense pas qu'une relation qui soit déséquilibrée soit vouée à l'échec. Peut-être qu'une question qui entre en jeu aussi, c'est comment est-ce que cette hiérarchisation, elle se manifeste chez l'une et l'autre personne? C'est-à-dire que, si toi tu me dis maintenant: ben, j'ai, dans mon cercle ultra proche, j'ai 2 personnes, et je communique tous les jours avec mon cercle ultra proche et le cercle suivant, j'en ai 15 et en fait, c'est le cercle que je veux bien voir, 1 fois par mois. Ben, tu vois? Je veux dire, il y a une telle différence du coup entre, ces 2 cercles que forcément ça va créer un déséquilibre plus fort, si toi, chez moi, tu es dans le cercle proche et que moi je suis pas dans ton cercle proche, tu vois? Je pense qu'il y a, ouais, une histoire aussi de manifestation de cette hiérarchie. Ouais, ouais, clairement. J'ai une amie, alors aujourd'hui notre relation a changé, on est plus proches, qu'avant, mais lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai très vite identifié le fait que ses cercles à elle étaient très différents des miens, qu'elle avait énormément d'amis, donc pas de copines, hein, mais elle avait énormément d'amis, capables de pouvoir inviter, plus de 30 personnes à chaque anniversaire. Moi, j'étais pas en mesure de le faire, j'avais pas autant d'amis, clairement et donc j'ai assez vite vu, aussi parce que je voyais à quel point je l'appréciais, il y avait un risque que si je m'écoutais un peu trop spontanément, je lui offre une place dans ma vie qui ne serait pas celle qu'elle était en mesure de m'offrir. Donc de manière consciente, j'ai modéré un peu mon attachement parce qu'à l'époque, en tout cas, je sentais que j'avais besoin et que j'aurais eu envie avec cette personne d'un truc un peu plus équilibré que ce qu'elle était en mesure de m'offrir. Alors après, j'en ai pas parlé avec elle, hein, donc ça se trouve, elle aurait eu une perspective différente, mais de ce que j'observais, c'était ce que j'en ai tiré et ça a marché. Je veux dire, ça m'a pas du tout empêché de passer des très bons moments et d'avoir des super souvenirs avec cette personne et en fait, au fur et à mesure, notre relation a évolué de telle sorte à ce que on puisse s'offrir l'une et l'autre une place plus proche dans nos cercles respectifs. Mais je trouve que c'était intéressant de voir aussi que parfois on peut choisir d'emblée, si on arrive à l'identifier, comment est-ce qu'on se positionne face à une relation qui risque d'être déséquilibrée dès le début.
Ouais, de la même manière qu'on a différents langages de l'amour, je pense que, on en parle probablement moins parce que c'est plus tabou et plus intime, mais on a des manières différentes de hiérarchiser, nos relations et prendre conscience de ça et se dire que la personne en face de nous, peut-être qu'elle a une autre vision de ses cercles d'amis que nous et une autre gestion de ses cercles d'amis que nous. Ça peut nous permettre de relativiser les choses et de se dire: «Bon, bah, en fait, c'est pas qu'elle m'aime pas, c'est juste qu'elle gère, les choses différemment» ou alors: «Bon, peut-être qu'elle, elle pourra pas m'apporter, comme tu l'as fait, ce dont j'ai besoin», donc parce que autant l'amour, c'est une ressource qui est multipliable, qui est inépuisable, autant le temps et l'énergie, ça, c'est des ressources, qui sont épuisables et qui sont quantifiables. Donc ben, évidemment, si tu as, 4 000 amis très proches, tu as moins de temps à leur offrir, quoi, que si tu en as 2. Puis ce qui est important aussi et je pense que c'est quelque chose qu'on veut vraiment souligner dans cet épisode, c'est que, quand on parle de relations unilatérales ou de relations déséquilibrées, on n'entend pas du tout donner aux relations un esprit capitaliste, en fait. On n'a pas du tout à l'idée que, une relation, c'est donnant-donnant et que quand on donne quelque chose, c'est pour recevoir toujours systématiquement en échange. C'est important, comme tu le disais, de vérifier qu'on reçoit assez, qu'on ne se sent pas délaissé, qu'on ne se sent pas négligé. Mais en fait, ce qu'on donne dans une amitié, ça n'a pas de valeur marchande. L'amour, l'attention au quotidien, c'est pas des données qui sont vraiment, marchandables, mesurables, économiquement parlant et du coup, je pense qu'il est important quand même aussi de garder en tête qu'une relation, c'est du ressenti, du vécu, des souvenirs qui se créent et c'est pas, juste: «Je te donne du temps, tu me redonnes du temps. Je te donne de l'énergie, tu me redonnes de l'énergie». Je pense qu'il est nécessaire dans cette, conversation de dépasser le langage économique, le langage marchand et le langage de l'échange, pur. Bah, toi d'ailleurs, il y a justement une relation dans laquelle tu as accepté, si je me trompe pas, que, que votre relation allait échapper à la valeur marchande et à cet échange, économique, on va dire. Oui, tout à fait. J'ai une relation de longue date. C'est important ici parce que ce que je veux vraiment préciser, c'est que c'est un processus, à long terme, hein. J'ai une relation de longue date qui est, très déséquilibrée, voire, pratiquement unilatérale. C'est une amie qui va avoir recours à moi assez facilement en cas de besoin et de besoins importants notamment et donc il y a des périodes où on va vraiment beaucoup se parler, les périodes où elle va pas bien et les périodes où elle a besoin de moi. On va être très en contact et ça va prendre beaucoup de place dans ma vie et puis dès qu'elle va aller mieux, je vais pratiquement plus avoir, de nouvelles. Ça va paraître horrible dit comme ça, mais elle va montrer assez peu d'intérêt pour, ma vie et mon quotidien. Moi, je viens de temps en temps aux nouvelles et elle va répondre à mes questions et puis elle va me demander en retour, très vite fait, si ça va, mais elle va jamais rebondir sur ma réponse. Spontanément, j'ai envie de te dire que c'est à la fois valorisant et à la fois pas trop, en tout cas de ma perspective. Genre, c'est valorisant de savoir qu'elle te perçoit comme une personne de confiance sur laquelle elle peut compter et en même temps, c'est pas super valorisant. En tout cas, moi, ça me donnerait presque l'impression que genre, notre amitié, elle vaut pas le coup de faire des efforts au quotidien, tu vois? Je sais pas, qu'est-ce que Et ben j'ai eu ce sentiment-là. Alors le sentiment valorisant lié au fait qu'elle vient vers moi quand elle a besoin de moi, j'y ai jamais pensé. Mais par contre, j'ai eu cette frustration plusieurs fois d'avoir le sentiment de donner et de pas pouvoir compter sur elle parce que, je pense que si j'étais dans un gros pépin et que je l'appelais, elle, répondrait présente. Mais je pense que les personnes qui ne répondent pas présentes finalement sont globalement assez rares, même si tu es pas très proche de ces gens-là. Je pense que ce qui se joue surtout entre nous, c'est que moi, elle n'est pas du tout une personne vers laquelle je me tournerais si, j'avais un gros problème, en fait et le déséquilibre, il est là aussi. C'est parce que j'ai pas le sentiment qu'elle pourrait m'apporter ce dont j'aurais besoin en cas de gros problème. Elle essayerait, mais ça ne répondrait pas à mon besoin. Donc déjà, le côté unilatéral, c'est pas entièrement sa faute, d'une part, tu vois? Après, il y a quand même ce côté où elle s'intéresse pas trop à ma vie, quand elle va bien. Je mentirais là si je disais que ça a pas du tout été un problème dans notre relation. Ça l'a été. mais tu continues quand même, c'est fou. Ouais, en fait, à un moment, je me suis dit que, c'est une personne qui fait partie de ma vie depuis beaucoup trop longtemps. Finalement, c'est plus tant une amitié du quotidien, il y a presque quelque chose de familial qui s'est créé et je veux pas hiérarchiser ici la famille et les amis, mais c'est si ancien
que ça fait partie de moi. Je peux concrètement me passer d'elle puisque finalement assez souvent, bah, je me passe d'elle, mais j'ai pas du tout envie de ça. Alors si la condition pour qu'elle fasse partie de ma vie, c'est que moi je sois là en cas de problème et que moi je demande, des nouvelles, mais qu'elle en demande assez peu, ben, je crois que ça me convient. Je crois vraiment il y a eu un moment où j'ai raisonné ça comme ça en me disant: «Ben, c'est le choix que je peux faire» et je trouve quand même de la joie dans cette amitié parce que, ça me fait plaisir de voir qu'elle va bien aussi. Donc il y a ces moments maintenant où j'ai plus trop de nouvelles et je me dis: «Bon, bah, super, c'est que ça va». Attention, je veux pas qu'on croie que je fais que l'infirmière, auprès d'elle, hein. Enfin, je veux dire, je me mets pas dans une posture où je l'aide, tu vois? Où je vais lui apporter des solutions. C'est juste que, ma présence lui apporte visiblement une forme de réconfort et si à un moment elle a moins besoin de cette présence, ben, ça va. Moi, je trouve qu'il y a un côté très désintéressé de tout ce côté échange parce que, ce qui te rend heureuse dans cette relation, c'est de savoir qu'elle est heureuse. Enfin moi j'en suis vraiment à ce stade vis-à-vis d'elle, ouais. C'est quand même vraiment genre, en tout cas, c'est souvent ce qui est décrit comme le stade, ultime de l'amour. C'est-à-dire que tu es intéressé pour le bonheur de l'autre et pas pour le bonheur que l'autre va provoquer chez toi de manière active. Oui, c'est ça. Je suis plus à la recherche d'un bonheur actif. Alors après, quand on passe des moments ensemble, ils sont super et quand on se voit, heureusement, c'est une relation à distance, mais quand on se voit, heureusement, ben, je tire encore, plein de bonheur, en fait, de la voir et là, elle me montre plus d'intérêt parce que c'est vraiment difficile d'être face à quelqu'un et d'avoir l'air désintéressé quand même. Ça peut se faire, mais Ça peut se faire, mais c'est tendu franchement. donc non, non, il y a quand même encore, ouais, des moments de joie comme ça qui nourrissent notre relation. Mais effectivement, je crois qu'on est dans un amour désintéressé, ouais. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.